bonjour à tous. Je m'appelle Sandra Nassif. Je vais vous présenter donc, un staff sur l'hypotension chez les nourrissons. Un travail encadré par le corps de... Donc, je commence par un cas clinique. On a un nourrisson de 4 mois qui pèse 7 kg. Il est né à terme, il n'a aucun antécédent. Va être pris en charge pour une hernie inguinale gauche. Ce nourrisson est à jeun depuis 6 heures. Il a donc refusé de boire l'eau sucrée. On part de 54 de PAM, 150 de fréquence et 98% de sel. Alors, ce qui est prévu, c'est une AG avec un vol ilio-inguinal. Il a des vols d'abord qui étaient difficiles, donc on a pris du temps à poser la perfusion. Du coup, après l'induction, on se retrouve avec une PAM à 38, une fréquence à 130 et une saturation à 100%. Donc, que pensez-vous de sa pression artérielle post-induction? Qui dit que c'est normal Qui dit que c'est une hypotension? C'est sûrement bas. Alors, que sera votre prise en charge? Là, il est perfusé maintenant? Il est perfusé. Remplissage avec diméthylocryste dont je me souviens là. D'accord. Alors, je commence par une étude qui soulève la question du rôle de l'hypotension PEROP sur les conséquences neurologiques en développement. Donc, c'était une case report publiée en 2014 donc il s'agissait d'une série. Donc, il s'agit d'une série de 6 cas d'encéphalopathie convulsivante post-opératoire chez des nouveau-nés et des nourrissons très jeunes qui ont subi une chirurgie élective. Donc, là, on voit les cercles ouverts, ce sont les tensions systoliques avant l'induction, et les cercles en noir, ce sont les tensions en plein opératoire. La ligne rouge représente en fait une tension de 60 mm de mercure qui est en fait le seuil de l'hypotension chez le nourrisson selon les guidelines américaines. Et on retrouve qu'effectivement la plupart des valeurs étaient au-dessous de ce seuil-là. Donc ceci implique que en fait, l'hypotension est très grave chez les nourrissons, les nouveau-nés en fait. Donc il est très important de se préoccuper de la tension artérielle péropératoire. Parce que ça peut engendrer des conséquences graves. Mais alors, pourquoi est-ce que le nourrisson est fragile? D'une façon générale, on sait que chez l'enfant éveillé, au cours d'une baisse de la volémie, la pression artérielle se maintient par des phénomènes d'activation sympathique qui vont normalement être compromis au cours de l'anesthésie générale, surtout chez le nourrisson, où ces mécanismes de compensation vont être très altérés. Donc du coup, on va avoir une hypotension très précoce et plus grave. Aussi, à cet âge-là, le myocarde est immature avec des compliances très faibles, un débit cardiaque qui dépend de la fréquence cardiaque, une capacité contractile diminuée, et une réponse adaptative aux variations de précharge qui sont très faibles. Donc le nourrisson est plus sensible que l'adulte aux modifications cardiovasculaires. Ceci est majoré bien sûr lors d'une anesthésie où les réponses adaptatives sont altérées. On a une dépendance des apports hydriques due à l'hypertrophie relative du secteur extracellulaire chez le nourrisson. Et voilà, l'hypovolémie vient aggraver en plus ces effets-là. On arrive à l'autorégulation cérébrale d'une façon physiologique. On a un plateau d'autorégulation qui permet au débit sanguin cérébral d'être indépendant des variations de la pression de perfusion cérébrale. Mais ce plateau, comme on peut voir, il est plus étroit et dévié vers la gauche chez l'enfant à comparer avec celui chez l'adulte. Donc, ce qui fait qu'en fonction des variations hémodynamiques, le débit sanguin cérébral devient plus rapidement asservi aux variations de la pression artérielle, donc parce que les plages d'autorégulation sont très limitées chez les nourrissons. Alors, la question qui se pose, c'est quoi alors la définition d'une hypotension chez un nourrisson sous-âgé?
Dans la littérature de pédiatrie médicale, on retrouve plusieurs valeurs de référence. Voici les valeurs selon les guidelines PALS. Donc, on parle d'une hypotension avec une systolique inférieure à 60 chez un patient qui a un âge inférieur à 1 mois, inférieur à 70 entre 1 an et 1 an, inférieur à 70 plus 2 fois l'âge entre 1 an et 10 ans, et inférieur à 90 pour les patients plus âgés que 10 ans. Mais il faut faire attention, cette définition-là, c'est pour les enfants vigiles. Donc, est-ce qu'il faut appliquer cette définition aux nourrissons sous anesthésie générale? C'est là, en fait, la difficulté. On va voir en pratique ce qui se passe. Je commence par une des plus grandes études menées en Europe. En 2017, ils ont publié une étude APRICO sur les complications périopératoires en pédiatrie. Donc, c'était une étude prospective. Elle a impliqué des enfants dès la naissance jusqu'à 15 ans. Et en fait, ils ont trouvé que les incidences de complications cardiovasculaires et respiratoires étaient significativement plus élevées chez les nouveau-nés et les nourrissons, et avec les nouveau-nés ayant le taux le plus élevé des complications cardiovasculaires. Concernant les complications cardiovasculaires, ils ont trouvé que 70% des cas des hypotensions survenaient durant la maintenance, et la moitié des cas étaient des hypotensions. Donc, ce n'est pas juste à l'induction, mais aussi à la maintenance où on peut avoir aussi le plus de cas d'hypotension. Une deuxième étude, c'était une enquête au cours de laquelle on demande aux médecins anesthésistes pédiatriques quelles sont selon eux la valeur d'une pression systolique limite d'une hypotension. Et ce qu'on voit là, que quand même il y avait une très grande hétérogénéité et disparité dans les réponses. Bien sûr que quand l'enfant est plus grand, on va vers des notions de pression systolique plus élevées, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une très grande variabilité des valeurs. Ensuite, une deuxième question, c'était concernant le pourcentage de variation de la pression systolique. Et on voit que 78% ont signalé qu'une diminution de 20 à 30% de la valeur de base serait considérée selon une significative. Donc, cette hétérogénéité met en évidence la difficulté de définir un seuil tensionnel chez l'enfant sous-âgé. Donc, en fait, chez les anesthésistes qui ont l'habitude de faire l'anesthésie pédiatrique, il n'y a pas de définition claire. Là, on voit un peu plus en détail. Donc, c'est l'étude Nectarine publiée en 2021 qui va illustrer les pratiques. Donc, c'était une étude observationnelle qui a recruté à peu près 5000 patients. Donc, ils ont Donc finalement, quels sont les seuils critiques sur lesquels on peut se baser pour avoir des seuils critiques? Donc, pour répondre à cette question, des nourrissons de moins de 3 mois ont été inclus dans cette étude observationnelle dont l'objectif primaire était de déterminer le pourcentage de réduction de pression artérielle systolique per-op associée à des désaturations cérébrales. Donc, ils ont retrouvé qu'une baisse du pourcentage de la systolie inférieure à 20% par rapport au départ sont associés à moins de risque de désaturation cérébrale. Donc voilà, ils ont conclu que le maintien de la systolique dans les 20% de valeur de base semblait être une cible clinique. Voilà une autre étude qui avait pour but d'évaluer l'impact de l'anesthésie par sévoflurane sur le débit sanguin cérébral chez des nouveau-nés et des nourrissons. Les mesures étaient prises chez des patients éveillés et 15 minutes après l'induction. Ils ont trouvé que chez les deux groupes, il y avait une différence significative au niveau de la femme à comparer avec la femme de référence, mais les variations étaient plus marquées et plus importantes chez les moins de 6 mois dans le tableau ici.
avec une variation qui arrive jusqu'à 40%. Donc, ce qui met en évidence la sensibilité des patients de moins de 6 mois. Ensuite, ce qu'on peut aussi voir, c'est que chez les patients de moins de 6 mois, c'était donc associé à des modifications significatives aussi au niveau de l'hémodynamique cérébrale. Donc, on voit des p-values qui sont très limites, qui n'étaient pas mises en évidence dans le groupe des patients supérieurs à 6 mois. Donc, il n'y avait pas de différence significative dans l'hémodynamique cérébrale. Donc là, on voit une graphe qui montre la variation de l'index de pulsatilité en fonction de la variation du changement de la PAM. Donc en ligne continue, on voit les patients de moins de 6 mois et en pointillé, les patients de plus de 6 mois. Et donc ça montre une diminution du débit sanguin cérébral chez les nourrissons de moins de 6 mois, alors que la PAM a diminué de 20%. Et là, on trouve que chez les nourrissons de moins de 6 mois, une variation de l'index de pulsatilité supérieure à 10% était statistiquement significative lorsque la PAM était de 38, à comparer avec 42 chez les autres patients. Donc, cette valeur pourrait être la plus faible limite d'autorégulation chez ces patients-là. Alors, en résumé, donc les seuils critiques trouvés étaient soit des valeurs absolues, donc 38 pour les moins de 6 mois et 42 pour les plus de 6 mois, soit en pourcentage de variation par rapport à une valeur de base. Donc voilà, il nous faut toujours une valeur de base pour se référer. Donc normalement, la valeur de base vaut mieux être une tension pré-induction, mais on peut aussi se référer aux guidelines. Donc, je vous montre ici un exemple selon les PALS guidelines. Et ça donc, met en évidence en fait la complexité des valeurs chez les enfants. Donc, les intervalles sont très élargis. Donc, il faut toujours avoir quand même une valeur de base. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir une hypotension? Alors, en premier lieu, la première mesure est de limiter la durée du jeûne préopératoire, en particulier chez les plus petits. Les dernières recommandations autorisent la prise de liquide clair 2 heures, le lait maternel 4 heures et les derniers solides avant 6 heures de l'intervention. Et une étude a montré qu'en réduisant la durée du jeûne chez les moins de 3 ans, l'incidence d'hypotension après induction diminuait très. Deuxièmement, il faut faire attention à l'impact des substances d'anesthésie sur l'hémodynamique. Par exemple, le propofol entraîne une baisse de résistance vasculaire, une inhibition du système sympathique, donc une hypotension profonde, d'autant plus marquée plus l'enfant est plus jeune. Et à noter que des études ont montré que la co-induction inhalatoire plus propofol entraîne plus d'hypotension que l'induction inhalatoire seule. Donc, il faut faire attention quand on fait une co-induction. Troisièmement, il faut savoir qu'il y a en fait 2 périodes critiques, ou bien à risque dans l'anesthésie inhalatoire chez les enfants. Premièrement, le moment de la pause de la perfusion, puisque ça peut durer longtemps, dû à la difficulté des voies d'abord chez les enfants. Deuxièmement, le délai entre l'induction et l'incision, puisque c'est une période sans stimulation douloureuse. Donc pendant ces périodes-là, il faut penser à bien surveiller la tension artérielle et diminuer les posologies des hypnotiques. Donc il faut titrer et adapter la profondeur d'anesthésie selon les différents temps opératoires. Finalement, on arrive à la prise en charge. Donc c'est surtout le remplissage vasculaire et les vasopresseurs. En pratique, le remplissage vasculaire selon les repos de l'ADARTEF, c'est 10 à 20 ml/kg de cristalloïdes en moins de 30 minutes. Et si on doit aller au-delà, il faut essayer de titrer pour éviter les complications liées à l'excès de remplissage comme les OAP. Donc, il vaut mieux utiliser la seringue électrique. Deuxièmement, donc, les vasopresseurs. Le vasopresseur de choix en pédiatrie, c'est l'éphédrine.
mais à quelle dose? Donc la dose optimale d'éphédrine chez les nourrissons a fait l'objet de différentes études. Et en voilà une très récente, publiée cette année. C'est une étude prospective, randomisée, contrôlée, dont l'objectif primaire, l'objectif initial était de déterminer la dose optimale d'éphédrine pour traiter les hypotensions après induction d'anesthésie générale chez des nouveau-nés et des nourrissons de moins de 6 mois. Donc les patients qui étaient inclus étaient ceux qui présentent une diminution de PAM avec une variation de plus de 20% par rapport à la valeur de base. Et les doses testées étaient 0,1, 0,6, 0,8, 1 et 1,2 et 1,4 mg kg. Donc ils ont retrouvé en fait que la dose de 1,2 mg kg a eu un succès à traiter l'hypotension chez 65% des sujets, comparé à 9,9 pour la dose de référence de 0,1. Donc ça peut être en fait une dose optimale. Et toujours dans la même étude, dans ce tableau-là, on peut remarquer une administration d'éphédrine chez des enfants quand même qui étaient non retendus, donc on a des systémiques à 50. Donc ça illustre une surestimation de l'hypotension et un surtraitement. Et en fait, on peut remarquer que parmi les 139 patients qui étaient inclus, 119 bénéficiaient de traitement à l'éphédrine, donc c'est aussi assez énorme, à peu près 86%. Donc les résultats de l'étude précédente et les difficultés de définir un seuil, une valeur de base sur lesquels on peut se référer, ont fait l'objet de cet éditorial, aussi publié cette année, qui interpelle sur le fait que si on définit une hypotension en fonction d'une réduction de PAM de plus de 20% par rapport à la base, ça a des limites, car ça peut entraîner des surtraitements, et le surtraitement peut entraîner par la suite des EAP et des hypertensions. Donc les doses, donc il faut savoir que malgré qu'on peut arriver à 1,2 mg kg, des doses plus faibles peuvent être suffisantes, d'où l'importance de la titration. Donc en conclusion, l'hypotension péropératoire a des conséquences neurologiques chez les nourrissons, surtout avant 6 mois. La définition de l'hypotension donc est un enjeu, soit en pourcentage par rapport à une valeur de base, soit en absolu, 38 chez les moins de 6 mois et 42 chez les plus de 6 mois. Il faut toujours anticiper en limitant le jeûne, en adaptant les apports et en titrant les hypnotiques. Reconnaître et traiter les hypotensions par remplissage des vasopresseurs. Et pour les nourrissons de moins de 6 mois, 1,2 mg kg d'éphédrine pourrait être la dose optimale, mais il ne faut pas oublier de titrer. Et merci.